toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Le Débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. Les membres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont sanctionné durement le Niger à la suite d'un coup d'État militaire dirigé par le général Tchiani. Un ultimatum d'une semaine a aussi été fixé aux militaires pour un retour à l'ordre constitutionnel. Les médiations et discussions se poursuivent avec les autorités militaires nigériennes pour une sortie de crise. Le pays est actuellement géré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, dirigé par le général Abderrahmane Tchiani. Quelles conséquences du coup d'État militaire au Niger? Comment gérer la situation pour une sortie heureuse? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de la CEDEAO à l'issue de la 63e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le nouveau président nigérian Bola Tinubu a pris la tête de l'institution, une présidence qui démarre avec un nouveau coup d'État enregistré dans la région ouest africaine, une situation qui annonce également le ton pour le président Tinubu dont la priorité est l'instauration et la consolidation de la démocratie dans l'espace CEDEAO. La CEDEAO a d'ailleurs mis sur pied une nouvelle force régionale de lutte antiterroriste qui est aussi censée inclure dans ses missions la restauration de l'ordre constitutionnel en cas de coup d'État. Quelle limite du protocole additionnel de la CEDEAO adopté en 2001 à Dakar? La CEDEAO a-t-elle les moyens d'une intervention militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel dans un pays membre victime de coup d'État? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau avec nos invités, Dr Latir Tine, vous êtes chercheur en paix et sécurité. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à votre co-débattrice, Dr Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal. Un plaisir aussi de vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Merci M. Sow et merci chers auditeurs. Merci à vous également. Et Latir, après le Mali, la Guinée, le Burkina, un autre pays ouest africain a aussi été victime d'un coup d'État. Je veux bien sûr parler du Niger qui vient d'enregistrer, qui a enregistré en tout cas un coup d'État militaire. Déjà, quelle lecture faites-vous de cette situation aujourd'hui que vit le Niger, c'est-à-dire ce putsch militaire-là, ce putsch qu'il y a eu dans ce pays? En fait, ce qui se passe actuellement au Niger est un peu à l'image de ce qui se passe au Sahel depuis un certain nombre d'années. Donc entre 2020 et maintenant, il y a 5 coups d'État réussis au Sahel. Et je pense que la situation du Niger est un peu différente de la situation qu'on pouvait voir au Mali ou au Burkina. Même si l'argument avancé, c'est la lutte contre l'insécurité. Donc je pense que ce soit au Niger, au Burkina ou au Mali, les militaires n'ont pas fait parfois plus que ce que les civils avaient fait en termes de lutte contre l'extrémisme violent. Si on prend l'exemple du Burkina actuellement, la plupart du pays est occupé actuellement par des groupes terroristes. Maintenant, pour le cas du Niger, si on parle de bonne gouvernance aussi, je pense qu'il y a une étude qui a été faite par Afrobaromètre sur 36 pays. Et le Niger fait partie des 6 pays où la majorité de la population avait dit qu'ils sont satisfaits de la gouvernance du pays. Donc, je ne pense pas aujourd'hui que la situation du Niger sera catastrophique au point que ça nécessite vraiment un coup d'État. Même sur le plan sécuritaire, je pense que le Niger était plus ou moins un peu en avance sur le côté sécuritaire comparé au Mali et au Burkina. Et on reste d'ailleurs sur ce point, c'est d'ailleurs l'argument qu'ont avancé les militaires réunis au sein du CNSP. Ils reprochent au président Bazoum sa gestion en tout cas de la situation sécuritaire au Niger et dans cette partie-là du Sahel, ainsi que également sa gestion, la situation sociale du pays. Vous le disiez tout à l'heure, vous ne partagez pas en tout cas ce point de vue ou bien ces arguments avancés, mais est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas le même refrain que l'on retrouve entre les différents militaires? On a l'impression que c'est le même discours qui a été tenu au Mali, en Guinée ou encore au Burkina à la suite des coups d'État enregistrés dans ces pays. Oui, en fait, c'est le même discours qui tient, mais est-ce que il y a un fondement maintenant sur ces discours-là? Je le disais tantôt, on a même dit que parfois c'est un règlement de compte personnel, parce que le président a voulu limoger le général Tchiani, qui est donc le chef de la garde présidentielle, et c'est à l'issue de ça qu'il y a eu un coup d'État. Mais si c'est un règlement de compte personnel entre le président et donc le chef de la garde présidentielle, et qu'on veut nous faire croire que c'est à cause de l'incapacité de l'État à lutter contre l'insécurité, il y a un problème qui se pose déjà. Maintenant, laissons voir si vraiment parce que je ne pense pas que on dit que les militaires qui sont au front
mais c'est les politiques aussi qui mènent une politique, une stratégie maintenant qui permet donc de lutter contre cette insécurité-là. Ça ne veut pas dire qu'on est au front, lutter contre l'insécurité, qu'on est mieux placé aussi en tant que décideur politique à pouvoir lutter contre ces aspects-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ils ont été au front. C'est les militaires qui sont là, qui luttent contre ces extrémistes-là et qui sont incapables de le faire. Maintenant, est-ce que s'ils viennent maintenant donc, au niveau donc, de la position qu'occupent ces politiques-là, ils pourront faire mieux que ce qu'ils ont eu à faire quand ils étaient donc, militaires sur le terrain? Je ne pense pas que ce soit Et on y reviendra tout à l'heure. Tout à l'heure, vous parliez de règlement de compte possible entre Tchiani et Bazoum. Je rappelle aussi que l'armée, en tout cas le chef d'état-major de l'armée nigérienne, a fait allégeance, si je peux l'appeler ainsi. L'armée, en tout cas, a reconnu le coup d'État pour éviter, disent-ils, un bain de sang entre frères d'armes et qu'il y ait aussi des conséquences pour les civils nigérians. Et docteur, avec l'aval de la CEDEAO, Mohamed Idriss Déby, le président de la transition tchadienne ou actuellement chef de l'État à la suite du dialogue qu'il y a eu dans ce pays, un dialogue inclusif, s'est porté en tout cas comme médiateur à titre privé, mais aussi avec l'aval également de la CEDEAO pour aller rencontrer aujourd'hui les membres du CNSP avec qui il a discuté. Aujourd'hui, quel rôle pourrait jouer Mohamed Idriss Déby dans cette crise nigérienne? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose, étant donné que le Tchad ne fait même pas partie de la CEDEAO. Et comme vous l'avez dit tantôt, c'est un pays en transition. Alors lui-même, il assure une transition et lui-même, il ne gère pas actuellement un État donc, démocratique. Donc, on peut dire en fait que c'est un État donc, qui n'est pas dans l'ordre constitutionnel. Un. Et deux, je pense qu'au début, la CEDEAO avait désigné le président Patrice Talon. Mais on ne sait pas à ce jour quelles sont les raisons qui ont poussé donc, soit le président Talon à ne pas assurer donc, cette médiation, ou bien peut-être c'était juste des rumeurs. Mais je pense qu'à ce jour, on peut noter un échec en fait de cette médiation donc, du président Déby, puisque actuellement, présentement, c'est l'ancien Premier ministre donc, de Issoufou, un ancien général donc, qui est en train, donc, à 3 jours en fait, de la fin donc, de l'ultimatum donné par la CEDEAO, donc qui est en train donc d'essayer donc de jouer les bons offices. Donc quelque part donc on sent donc qu'il y a un problème de leadership au sein même de la CEDEAO, parce qu'on parle en fait de conflit au sein de l'espace. Donc on aille chercher quelqu'un qui est hors de l'espace et qui soit militaire. Et où est la société civile de la zone sudano-sahélienne? Puisqu'il faut dire en fait que la CEDEAO avait formé des médiateurs et même des médiatrices, parce que normalement nous avons des femmes médiatrices, et même au niveau de l'Union africaine aussi on a les femmes wise, mais également nous avons d'autres médiateurs. Mais les autorités de la CEDEAO disent en tout cas que, je l'ai dit au début, les autorités disent qu'il ne s'agit pas d'une médiation sous l'égide de la CEDEAO, mais à titre privé, que le président Déby, Mohamed Idriss Déby, s'est proposé pour aller rencontrer ces militaires. Ils lui ont donné leur aval, mais que c'est à titre privé, pas au nom de la CEDEAO. Oui, même si c'est à titre privé, parce qu'il ne faut pas aussi que l'on soit naïf quand même, parce que c'est une diplomatie quand même. Une diplomatie quand même, on a des codes, donc on a des règles également à respecter. Donc est-ce que le président Déby est crédible et légitime pour assurer une médiation, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée? Il y a d'autres acteurs, comme je l'ai dit tantôt, qui sont plus, en fait, je ne sais pas, qui sont plus légitimes, mieux placés. Ça veut dire, même si ce n'est pas d'anciens présidents ou bien des présidents, mais on a également des leaders de la société civile qui pourraient jouer ce rôle. Mais parmi ces acteurs-là, quel rôle pourrait jouer l'ancien président nigérien Mohamed Issoufou? Aujourd'hui, à la suite du coup d'État qu'il y a eu, on a vu les jours qui ont suivi un balai diplomatique dans sa résidence privée qu'il occupe actuellement, où il a eu à rencontrer beaucoup de personnalités, que ce soit du pays ou venues d'autres pays de la sous-région. Quel rôle est-ce qu'il pourrait jouer aujourd'hui face à cette situation que traverse son pays? À mon humble avis, c'était la personne la mieux placée pour plusieurs raisons. Sauf si on tient compte des rumeurs, mais moi je ne tiendrai pas compte des rumeurs dans cette analyse. C'est un ancien président qui a assuré une transition démocratique et qui a son fils dans le gouvernement du président Bazoum. Et aujourd'hui, donc le président Bazoum a été son ministre. Et le général Tchiani, qui assure la transition également, nommé à ce poste par Issoufou. Avait été nommé à ce poste par Issoufou, et jusqu'à présent, donc, les forces qui assurent la sécurité du président Issoufou sont sous les ordres du président Tchiani. Donc, à mon avis, c'était la personne la mieux placée, en fait, pour assurer cette médiation. Et il a le devoir de le faire, parce qu'il aurait échoué si
en moins d'un mandat. Donc ces deux protagonistes, ça veut dire ces deux protagonistes, le général, donc les FDS et donc le président qui l'a mis en place, donc n'ont pas su assurer la relève. Mais est-ce qu'il ne risquerait pas d'avoir un conflit d'intérêts vu la proximité qu'il a avec les deux hommes, que ce soit Tchiani comme également son successeur, le président Bazoum? C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, parce qu'il est censé avoir des relations aussi saines avec Tchiani qu'avec le président Bazoum, vu qu'il a également son fils dans le gouvernement de Bazoum. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que normalement, donc, il est à même de pouvoir tenir le même langage à ces deux hommes pour l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire du Niger. Et la stabilité également, la sécurité, mais également le maintien de l'ordre constitutionnel et la démocratie, parce que c'est quelqu'un qui tenait à la démocratie. Parce que dans son discours, il n'a jamais même voulu qu'on parle de troisième mandat. Il a tenu à faire ces deux mandats et à assurer démocratiquement et pacifiquement un pouvoir. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est la personne la mieux placée, parce qu'il avait le devoir donc d'assurer, il aurait eu par exemple comme mission le devoir donc d'assurer donc la restauration de l'ordre constitutionnel et également la démocratie qu'il a léguée, parce qu'il a légué quelque chose. Lorsqu'on lègue quelque chose, on veut bien en fait que les personnes à qui on l'a laissé en tiennent compte et en prennent vraiment soin. Et Dr Tine, au terme de deux sommets spéciaux tenus dimanche dernier, de manière successive entre l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et la CEDEAO également, des décisions avaient été prises par les deux institutions, à savoir aujourd'hui un ultimatum posé aux militaires présentement au pouvoir, ainsi que des sanctions économiques et financières. Déjà, quelle lecture faites-vous des décisions issues de ces sommets UEMOA-CEDEAO? En fait, moi je pense que, je le disais tantôt, que la CEDEAO avait fait une erreur avec le Mali. Ça veut dire que les sanctions économiques ont été contre-productives. Déjà, le Mali a été très résilient par rapport à ce qui s'est passé. Ça a été difficile, c'est vrai, mais les Maliens ont tenu coup. Et ça n'a pas empêché à d'autres pays d'avoir des coups d'État. Je pense que, en fait, les sanctions économiques, actuellement, ce qui se passe au Niger, c'est que les populations commencent à subir. La CEDEAO a coupé la BCEAO a coupé le robinet. Actuellement, même pour retirer de l'argent, un montant qui dépasse 1 million, ce n'est pas possible dans les banques nigériennes. Ça veut dire qu'ils commencent à sentir. Mais le problème est que, je parle de contre-productivité dans la mesure où c'est les populations qui subissent vraiment donc, ces sanctions-là, mais pas donc, les auteurs même de ce coup d'État. Maintenant, en voulant sanctionner le pays, c'est les populations qui subissent donc, les sanctions de la CEDEAO et pas les autorités. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est contre-productif. Maintenant, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les populations peuvent ne pas tenir responsables les auteurs du coup d'État de leur situation, mais plutôt de la CEDEAO. C'est la raison pour laquelle je dis que leur stratégie n'est pas la bonne. Donc, pour vouloir donc, un peu, je le dis comme ça, mettre en mal la population avec l'élite pour dire que l'élite est responsable de cela parce qu'ils ont fait un coup d'État, raison pour laquelle donc, le robinet a été coupé, on a eu des sanctions et nous subissons les sanctions. Donc, on va essayer donc, de lutter contre donc, cette élite-là, ces putschistes-là. Les populations, en fait, ne pensent pas comme ça. Et même par rapport à cette situation, est-ce que les militaires nigériens du CNSP ne pourraient pas ou bien ne risquent pas de s'inspirer de la résilience et de l'expérience malienne? Déjà que le général Modi, pour en tout cas leur premier déplacement officiel, le général Modi, ancien chef d'état-major de l'armée nigérienne et membre également du CNSP, s'est rendu au niveau au Mali auprès de Goïta, président de la transition malienne. En fait, déjà le fait que le Burkina et le Niger, et je pense que la Guinée se démarque déjà des sanctions de la coup d'État, c'est déjà une chose. Je pense que pour le cas du Mali, il n'y avait que le Burkina qui l'avait soutenu, ou dans une certaine mesure le Niger, la Guinée. Mais actuellement, donc, il a eu 3 soutiens déjà. 3 pays qui sont démarqués un peu donc de la... Mais cela se comprend aussi. Ils sont dans la même situation. C'est pour dire que peut-être les sanctions pourraient être moins difficiles que les sanctions du Mali. Dans la mesure aussi, par exemple, donc, ces pays-là disent que en fait, il y a aussi le fait que le Nigeria qui est à côté, s'il applique les sanctions, ça va être dur pour le Niger. Dans la mesure où, comme on l'a dit tantôt... D'ailleurs, ils ont commencé puisque l'électricité qui était ravitaillée, en tout cas qui venait du Nigeria, a été coupée. Absolument. Donc ça, c'est une chose. En plus, il y a tellement de transactions entre ces deux pays-là que si vraiment donc, le Nigeria coupe le robinet aussi, le Niger va sentir. En fait, le Niger aussi fait partie des pays les plus pauvres au monde. Donc pas un peu comme le Mali. Donc ce qui fait que si les sanctions s'appliquent sur le Niger, ça va être très difficile. Maintenant, cette capacité-là à être résilient de la population nigérienne, s'il ne l'est pas, comme l'a été le Mali, je pense que le Niger va subir donc, ces sanctions-là. Est-ce que la réouverture des frontières avec certains pays partenaires, comme ces pays cités tout
tout à l'heure, Burkina, Mali, Tchad, ainsi que l'Algérie également, pourraient permettre aujourd'hui au Niger de continuer en tout cas à mener certaines transactions avec ces pays avec lesquels les frontières ont été réouvertes? Au fait déjà, ils auront un accès maritime dans la mesure où si la Guinée accepte, peut-être ça va être très long donc de vouloir se faire ravitailler par la Guinée. Mais déjà, c'est un accès maritime. En plus, ça risque d'être difficile aussi pour les autres pays parce que, en fait, si par exemple la Guinée, le Burkina et le Niger et le Mali interdisent ferment leur espace aérien aussi à ces pays-là, comme ils l'ont fait avec les autres. Donc un problème va se poser. Ça veut dire que même les autres, le Sénégal, si vous voyez, le Sénégal actuellement il est fermé. Parce que en fait, si vous regardez la Guinée, le Niger, le Burkina, le Mali, ils ont un peu exclu le Sénégal donc des autres pays ils ont coupé le robinet entre le Sénégal et les autres pays de la CEDEAO. Ça veut dire que le Sénégal ne peut pas aller sans autant traverser la zone aérienne donc de ces pays-là. Par exemple, ces pays-là, je ne pense pas qu'ils puissent aller jusqu'à ce point-là. Mais si donc ils vont, voilà, c'est ça. Jusqu'ils vont jusqu'à dire qu'on ferme aussi notre espace aérien à ces pays-là. Je crois que ça va être aussi difficile. Ça veut dire que ça va être vraiment les sanctions seront perdant-perdant. Ça veut dire que les pays même qui sanctionnent vont aussi subir les sanctions. Donc peut-être pas au même titre que les pays qui sont sanctionnés. Et si on reste avec ces sanctions, docteur, je le disais, Latir plutôt le disait tout à l'heure, les sanctions économiques avec l'expérience malienne ont montré que ça a plus impacté les populations civiles aujourd'hui que les militaires, même si aujourd'hui les avoirs des militaires et des membres de leur famille ont été coupés. Mais aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO également ne semble pas commettre les mêmes erreurs dans la gestion de la crise ou bien du coup d'État malien? Est-ce que la CEDEAO, l'instance régionale, n'est pas en train de commettre les mêmes erreurs avec le Niger? Il me semble que la CEDEAO n'est pas en train de commettre les mêmes erreurs, mais aussi plutôt est en train d'appliquer les leçons apprises de la crise du Mali et du Burkina Faso. Il faut le dire que ce n'est pas la même situation, en ce sens que aujourd'hui les forces françaises, il ne faut pas oublier, ont quitté le Mali et le Burkina. Il y a une fausse résilience du Mali parce qu'aujourd'hui on a une expansion de l'extrémisme violent aussi bien au Burkina qu'au Mali. Donc du point de vue économique également, je pense qu'en un moment le Mali a souffert, mais il ne faut pas oublier qu'on a un déplacement de la polarisation mondiale, c'est-à-dire de la guerre Russie-Ukraine, c'est-à-dire une polarisation OTAN-Russie, qui est en train de se déplacer en Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que ces militaires sont quelque part soutenus par la Russie lorsqu'on voit en fait les messages qui viennent de la Russie. Et donc la CEDEAO est en train... c'est un pays qui appelle au dialogue pour ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Ouais, et qui soutient les régimes militaires pushistes, il faut le dire. Et aujourd'hui, en fait, la CEDEAO est en train de jouer son va son tour parce que le Niger, c'est le dernier pays en fait. Et si on n'arrête pas cette hémorragie, donc ça fera boule de neige et maintenant les autres pourront s'en inspirer. Donc la CEDEAO était obligée d'appliquer les sanctions économiques, mais également de menacer, comme ils l'ont dit tantôt, donc de prendre des dispositions pour arrêter, donc ne serait-ce que par les armes. Et je pense que pour les sanctions économiques, c'est différent, comme on l'a dit tantôt, parce que le Niger, quand même, vous l'avez dit, est l'un des pays les plus pauvres. Les populations donc vivent beaucoup de l'aide humanitaire mondiale, mais également, il ne faut pas oublier que le président Bazoum donc, était une pièce maîtresse dans la lutte contre l'extrémisme violent. Et le Nigeria aussi est très important dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Donc si le Nigeria ferme, comme vous l'avez dit, et ne soutient pas donc, la région qu'elle partage donc, vers Difa, et que de l'autre côté, donc le Mali, donc la région des 3 frontières, vous savez que c'est une région très instable, donc on a 2 pôles donc qu'on n'arrive plus à gérer. Donc les forces de défense et de sécurité, comme on le dit tantôt, donc c'est eux qui ont la mission régalienne donc de gérer la sécurité des populations et la protection des frontières. Ce qu'ils n'ont pas pu faire avec des régimes démocratiquement élus, je ne pense pas qu'ils pourraient le faire sans moyens. Parce qu'avec tous les moyens dont ils disposaient, ils n'arrivaient pas à le faire. Si derrière, ils sont délaissés, parce que vous n'oubliez pas qu'il y a la force en attente de la CEDEAO, donc il y avait d'autres partenaires également. S'ils ne sont pas là, il ne faut pas qu'on se voile la face. Je pense qu'il sera très difficile. Parce qu'aujourd'hui, le groupe Wagner a montré ses limites au Mali.
Il faut le dire, elle n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, vous parlez de le faire sans moyens. Est-ce que ce sera le faire sans moyens? Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, vous disiez que la confrontation, en tout cas, qu'on voit ailleurs entre OTAN et Russie, c'est ce qu'on voit également aujourd'hui en Afrique. C'est cette guerre-là qui se mène entre les deux aujourd'hui en Afrique, avec ce soutien de la Russie, de la Chine et d'autres partenaires à ces régimes militaires. Si un pays comme le Niger s'inspire aujourd'hui de l'expérience malienne, par exemple, en se rapprochant de la Russie et autres, est-ce que cela ne pourrait pas constituer pour eux une alternative, je ne dirais pas une solution, mais au moins une alternative pour s'inspirer de cette expérience et de ce rapprochement vers d'autres partenaires? Et quel risque également cela pourrait occasionner pour la force Barkhane, la force française Barkhane et les forces européennes Takuba qui avaient quitté le Mali pour le Niger aussi? Effectivement, c'est un risque pour les forces françaises, il faut le dire, parce qu'ils seront obligés de quitter l'Afrique parce que leur dernier, comme je l'ai dit tantôt, point, c'était le Niger. Mais en même temps, il faut qu'on soit objectif dans la protection, comme vous l'avez dit tantôt, ou bien le soutien de la Russie. Qu'est-ce que la Russie a offert aux Maliens? Je pense qu'il ne faut pas oublier l'effet des réseaux sociaux, de la propagande et de la manipulation. Donc l'utilisation en fait des réseaux sociaux et des influenceurs et avoir cette fausse impression d'un soutien de la Russie, parce que la Russie n'a pas offert économiquement un soutien aux Maliens. La Russie a payé un groupe, d'ailleurs c'est le groupe Wagner. Le groupe privé de paramilitaires c'est un groupe privé qui aujourd'hui aussi est en train de vendre ses services aux autres forces de défense et de sécurité et qui a même proposé ses services donc, aux Push. Donc c'est un régime donc, qui soutient avec la manipulation par la communication. On n'a pas vu économiquement, jusqu'à présent, en tout cas moi je n'ai pas vu la Russie donc soutenir économiquement un pays, et donc vraiment je prendrai avec des pincettes donc cette option. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, les Africains devraient se prendre en charge. Pourquoi toujours devoir compter donc sur un autre? Donc c'est pour ça que quelque part, à mon avis, donc ce sont ces États africains qui doivent se cotiser obligatoirement au sein de la CEDEAO pour la force en attente, non seulement pour la sécurité, la lutte contre l'extrémisme violent, mais également pour la veille des coups d'État, contre les coups d'État, donc la restauration de l'état de droit et le maintien de la démocratie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. Et sur la question de l'extrémisme, je voulais qu'on reste sur cette question de l'extrémisme. L'attire aujourd'hui. Quelles conséquences est-ce que ce nouveau coup d'État, le Niger est un pays également assez sensible par rapport à cette question de la menace terroriste, quelles conséquences pourrait avoir aujourd'hui ce nouveau coup d'État militaire, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel? En fait, je serais d'accord avec le professeur quand elle dit que actuellement, ce qu'on voit au Niger, c'est parce que c'est un des pays, si on regarde aujourd'hui l'épicentre de l'insécurité au Sahel, c'est comme elle l'a dit, la région des trois frontières, le Liptako-Gourma. Et aujourd'hui, je crois que les coups d'État dans ces deux pays-là ont fait que même la France a eu du mal à se réinstaller. Donc actuellement, il n'y a que 1500 hommes qui sont au Niger, donc sur la base aérienne, 1600 soldats qui sont sur la base aérienne, base française au Niger. Donc pour dire que si vraiment la CEDEAO veut lutter contre l'extrémisme violent aujourd'hui et que ces trois pays-là sont exclus de cette lutte contre l'extrémisme violent, je pense qu'il y a maintenant un problème de stratégie déjà de la CEDEAO. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre un phénomène et que les pays qui sont au cœur même de ce phénomène-là, vous les excluez de la lutte contre l'extrémisme violent. Et la deuxième chose, c'est que la CEDEAO veut lutter contre l'extrémisme violent. Je pense que toutes les forces que la CEDEAO est aujourd'hui prête à déployer pour maintenir un président, pas maintenir, mais faire revenir un président au pouvoir. Donc je pense que si la CEDEAO avait pu déployer ces forces-là dans le contre l'extrémisme violent, ça aurait quand même donné résultat. Mais cela revient à donner raison à ces gens qui pensent que la CEDEAO c'est un club de chefs d'État. C'est un club de chefs d'État qui ne protège que leurs propres intérêts. Parce que l'extrémisme violent était là. Depuis une dizaine d'années, il y a combien de victimes de l'extrémisme violent au Sahel? La CEDEAO est en train de se préparer. Jusqu'à présent, il n'y a aucune intervention de la CEDEAO dans la lutte contre l'extrémisme violent. Même quand le Mali a été attaqué, il a fallu que le président Diokounda appelle la France pour venir stopper l'avancée des rebelles, l'avancée des touristes vers le Sahel, au moment où la CEDEAO était en train de tenir une réunion. Aujourd'hui, maintenant, pour un président qui est victime d'un coup d'État, la CEDEAO est prête à déployer une force dont il n'est pas prêt à déployer quand dans la lutte contre l'extrémisme violent. Il y a un problème qui se pose. Et docteur, dans une contribution que vous avez d'ailleurs signée, vous invitez à sauver le Niger pour stabiliser le Sahel et prévenir l'hécatombe qui menace les pays côtiers. Selon vous, pourquoi est-ce si important de trouver une solution, en tout cas pacifique, à la situation qui se passe au Niger pour une solution préventive aujourd'hui pour ces pays côtiers-là?
Comme l'a dit tantôt, le Niger partage des frontières avec 7 pays. Donc, aussi bien des pays du Sahel, des pays donc, de l'Afrique centrale, que des pays côtiers. Et nous savons que l'extrémisme violent en a presque fini avec la zone Sahel. Ils sont en train de se déplacer pour d'autres régions, pour des raisons stratégiques, mais également économiques vers les pays côtiers. Nous savons qu'ils sont passés par la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Sénégal seraient leur cible. Donc, si on laisse donc, la porte ouverte donc, au Niger et qu'ils se sentent forts, ça veut dire que ces gens se sentent assez puissants pour déstabiliser non seulement un grand pays comme le Niger, qui était cité en exemple dans la lutte contre l'extrémisme violent. Donc ça veut dire qu'en fait, ce sera un effet boule de neige, donc non seulement pour les autres pays, mais également pour les pays côtiers, dont nous, le Sénégal, donc personne ne sera à l'abri. Donc au fond, à mon avis, je pense que la CEDEAO a même l'obligation aujourd'hui de stopper. Parce qu'en fait, un coup d'État, qu'est-ce qui s'ensuit après? C'est une instabilité. Et c'est l'interconnexion entre tous ces groupes organisés, la criminalité transfrontalière organisée, les organisations extrémistes violentes, et ces types en fait, de groupes donc, qui vivent en fait de la contrebande et qui vivent en fait du blanchiment d'argent et tout, donc qui va accentuer c'est tout cela qui risque de constituer un terreau fertile aujourd'hui pour l'extrémisme violent et même la menace terroriste, une façon de s'installer davantage dans ces pays-là, du Sahel et même des pays côtiers. Malheureusement, nous en sommes à la fin de la première partie. Dans la seconde partie de l'émission Le Débrief, il sera question de parler de la CEDEAO et de quelle approche aujourd'hui pour mieux gérer les coups d'État militaires dans la région ouest africaine. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief sur Média. Docteur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, déjà, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la gestion des différents coups d'État enregistrés dans la région ouest africaine, la gestion de la CEDEAO aujourd'hui par rapport à ces coups d'État? On pense que la CEDEAO a même eu du mal quand même à appliquer son protocole, son fameux protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie, donc qui était quand même le cheval de bataille en fait de la CEDEAO et l'actuel président qui a fait de son mandat la lutte contre les coups d'État. Je pense qu'il a essayé d'apprendre de ce qui s'est passé donc, au Mali, au Burkina et au Niger, puisque la CEDEAO quand même n'a pas pu bien gérer ces dossiers, parce que malgré toutes les médiations, donc, les putschistes sont restés au pouvoir, ce qui a donné quand même une force, il faut le dire, tantôt, aux autres putschistes, parce qu'il ne faut pas oublier certains ont même réussi à rallonger la durée pour laquelle ils vont rester, ce qui est différent de la durée que demandait la CEDEAO, qui était au maximum de 2 ans. Oui, et aujourd'hui, on en est à 4-5 ans pour certains. On a eu 2 coups d'État au Burkina, il ne faut pas l'oublier. 2 coups d'État au Mali aussi. 2 coups d'État. Non, au Burkina, c'est 2 coups d'État depuis Christian Roch Kaboré. Mais Assimi Goïta, il a juste fait un seul coup d'État. Donc, je veux dire, en fait, des 2 coups d'État que la CEDEAO n'a pas pu gérer ces 3 dernières années, et le 3e, donc, en Guinée. Et je pense que ce qui explique, en fait, la sévérité également et le ton que la CEDEAO a adopté cette fois-ci pour le Niger, puisque cette organisation qui était citée en exemple quand même parmi les organisations économiques régionales est en train de perdre sa crédibilité, sa légitimité, qu'elle a déjà perdue au sein des populations. Donc là, elle joue son va-t-en-tout. Ouais. Et pour au Mali, il y a eu le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta et Bandao également qui assurait une transition que Goïta a renversé à nouveau, ce qui en faisait aussi 2 coups d'État au Mali. Et le 19 décembre dernier à Bissau, les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO ont apporté des précisions concernant leur projet aujourd'hui de force régionale antiterroriste et anti-putsch, anti-coup d'État. Aujourd'hui, quelle pertinence d'une force régionale anti-coup d'État? Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en plus donc, du Mali, du Burkina et de la Guinée, on a eu 2 autres coups d'État ratés. En Guinée-Bissau même et en Gambie. Et dernièrement aussi, il y a la Sierra Leone où la police parle d'un coup d'État qui a été déjoué. Déjoué juste après celui du Niger, donc ce qui renforce un peu donc, la nécessité de mettre en place une force, je dirais d'abord de contrôle et de veille, donc d'un État constitutionnel et de la démocratie, et que cette force donc, pourrait jouer un rôle préventif et à défaut donc, un rôle répressif, donc si jamais il y a un coup. Je pense que la CEDEAO actuellement
essaie quand même de remettre les pendules à l'heure, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a quand même une instabilité de la démocratie donc, dans sa zone. Une instabilité de la démocratie l'attire, mais est-ce qu'aujourd'hui la CEDEAO a les moyens d'intervenir militairement pour restaurer l'ordre constitutionnel dans un pays de la région victime de coup d'État? En fait, la CEDEAO a eu dans le passé à intervenir dans des pays, Libéria, Sierra Leone, Guinée et récemment la Gambie, et pour rétablir l'ordre constitutionnel ou bien pour lutter contre donc, les guerres civiles. Pour rappel, l'intervention de la Gambie a été financée pratiquement par l'Union européenne à hauteur de 22 millions d'euros. Donc pour dire que la CEDEAO a un problème déjà de moyens. La CEDEAO est financée par soit la Chine, soit l'Union européenne. Donc déjà, ça c'est un problème qui se pose. Maintenant, la guerre coûte très, très cher. Donc je me rappelle la France dépensait 1 milliard de dollars par année donc, au Sahel. Donc je pense que la CEDEAO n'a pas ces moyens-là. Ça déjà c'est le côté financier. Sur le plan opérationnel aussi, si la CEDEAO vous déploie aussi aujourd'hui une force au Niger, sans calculer les dégâts collatéraux. C'est vrai que c'est une guerre basée sur les conventions de Genève, ce n'est pas le terrorisme, mais il y aura toujours des dégâts collatéraux. Et si par exemple, bon, c'est vrai que la menace du Mali et du Burkina peut-être ne pèse pas beaucoup sur la balance dans la mesure où ces pays ont leurs propres problèmes. Mais par exemple, s'ils apportent un appui donc, au Niger, déjà ce sera le Sahel qui sera en guerre. Et je pense que la leçon de la Libye aussi doit nous servir aussi. Donc si aujourd'hui ça se passe comme ça et que la CEDEAO intervient au Niger avec les dégâts collatéraux qui sont envisageables et que le Mali et le Burkina appuient un peu donc, ces deux pays-là, déjà il y a un problème qui se pose. Le Nigeria est actuellement, je pense, donc, le premier pays à être prêt à déployer une force donc, au Niger. Mais il faut savoir qu'aussi il y a des relations qui lient le Niger et le Nigeria. Et le Nigeria aussi est un pays qui fait face à différentes menaces également, à savoir la rébellion, la lutte contre le terrorisme, l'inflation que connaît le pays. C'est un pays également qui connaît différents problèmes en interne. Tout à fait. Il y a aussi une task force qui existe donc, dans la lutte contre l'esprit violent donc, dans le bassin du lac Tchad, où le Nigeria et le Niger donc, et les autres pays, le Tchad et le Cameroun, collaborent aussi pour lutter. Donc je disais tantôt qu'ils partagent une frontière de 1500 km. Donc ça veut dire qu'il y a aussi donc, le guide de Sokoto qui est actuellement donc, au Niger avec le médiateur de la CEDEAO pour tenter de trouver une solution. Donc ça veut dire qu'il y a au-delà même donc, des aspects géopolitiques et etc. Donc il y a sur le côté socio-culturel déjà et religieux, donc il y a déjà une liaison qui existe entre le Nigeria et le Niger. Donc le Nigeria aussi doit tenir en compte. Mais est-ce que le déplacement aussi, on reste avec la CEDEAO, le déplacement aujourd'hui du guide religieux de Sokoto, est-ce que cela n'annonce pas aujourd'hui autre chose également? Ce que proposait tout à l'heure Dr Adjaratou Waha Aïdara, c'est-à-dire de miser également sur d'autres mécanismes qui existent et qui sont là, que ce soit au sein de la CEDEAO ou même des mécanismes endogènes de résolution des conflits. Est-ce que cela aussi ne montre pas qu'il y a d'autres moyens que les communautés régionales pour tenter de trouver des solutions? Moi je suis de ceux qui pensent que si déjà on appliquait le protocole de la CEDEAO, on aurait réglé à près de 50% le problème des coups d'État. Déjà la limitation donc, du mandat à 2, ça pose un problème en Afrique de l'Ouest. Déjà donc, on parle parfois de malgouvernance, de corruption. Parfois, ce qui se passe donc, un peu est de coups d'État institutionnels aussi, on en parle. Maintenant, la CEDEAO fait face de mauvaise gestion des ressources extractives. Exactement. La CEDEAO parfois ne se prononce pas quand ces choses comme ça se passent. Maintenant, ils attendent que le coup existe pour pouvoir intervenir. Et je suis en phase avec le Dr Aïdara quand il dit qu'il faut d'autres mécanismes. Pour moi, la guerre n'est pas la solution. La guerre va encore bouleverser en plus donc, le Sahel et permettre donc, à ces groupes d'expérience de mieux s'installer et de mieux s'ancrer au sein de la place. Aussi, c'est des gens aussi qui profitent du chaos. C'est un chaos qui va s'installer et ils vont profiter de ce chaos-là pour mieux s'installer au sein des communautés. Et ça aussi, c'est un risque. Maintenant, je pense que la CEDEAO doit plutôt utiliser la voie de la diplomatie. C'est vrai qu'actuellement, il est en train de jouer sa crédibilité. Parce que ce qui s'est passé dans ces deux pays-là, la CEDEAO n'a pas été en mesure donc, de stopper ça. Si vraiment ça passe au Niger, ça peut se passer aussi dans d'autres pays. Ils se disent que non, il faut que ça cesse. Donc c'est la raison pour laquelle donc, ils ont allé jusqu'à menacer d'intervenir militairement. Mais je ne pense pas que l'intervention militaire soit une solution. Pour moi, la diplomatie peut régler ce problème-là. Il faut, comme vous l'avez dit, une certaine fermeté de la CEDEAO pour trouver une solution. Et vous avez rappelé tout à l'heure différentes interventions de la CEDEAO à travers l'ECOMOG ou brigade de surveillance du cessez-le-feu de la CEDEAO qui a depuis quelques années en tout cas mené des missions sporadiques, que ce soit en 97 en Sierra Leone, en 99 également à la demande du président bissau-guinéen Bernard
Bernardo Vieira, où 600 soldats avaient été aujourd'hui envoyés à Bissau et même ils n'y resteront là-bas que quelques mois. À la même année également, en 1999, la CEDEAO est intervenue aussi, a revu ses statuts et intervenue également en Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'en 2004 que cela passera dès que MOB a FAC, la force africaine, la force en tout cas en attente de la CEDEAO. Aujourd'hui composée de militaires, de policiers et de civils. Donc même la composition a été revue pour plus d'efficacité. Les effectifs ont eu à intervenir au Mali en 2012 et en 2017 également en Gambie avec Yahya Jammeh qui refusait de quitter le pouvoir. Cette force opérationnelle, docteur Adjaratou Haïdara, est-ce qu'elle ne semble pas aussi au point mort depuis ces différentes interventions qu'on a citées tout à l'heure? Il faut dire qu'en fait cette force a été décrié quelque part, mais il s'est posé surtout des problèmes de moyens. Comme l'a dit tantôt Latir, donc elle coûte cher. Et elle coûte cher et les pays africains donc, cherchent des moyens ailleurs. Alors qu'ils doivent se cotiser, à mon avis, en fait, pour que cette force soit fonctionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que les coups d'État coûtent cher aux États. Par exemple, au Niger, par exemple, en Guinée par exemple, au Mali, j'ai plutôt donné l'exemple du Niger et du Mali plutôt que celui de la Guinée puisque c'est des présidents qui ont été démocratiquement élus. Ils n'ont pas forcé de mandat et donc normalement le pays a investi des milliards donc, pour un changement démocratique. Et après, on a un putsch moins de 2 ans après, donc c'est un investissement qui est à perte. Donc le fait même de perdre ces milliards, donc la CEDEAO, les États membres de la CEDEAO pourraient par exemple mettre de côté de l'argent pour une force qui veillerait à l'ordre constitutionnel et à la démocratie, parce que quand même, en plus des milliards perdus à cause des élections, donc cette instabilité aussi coûte cher aux États, mais coûte cher également à la nation. Mais ce que je voulais rajouter, on oublie aussi que dans ces pays, on a ce qu'on appelle les missions de maintien de paix. Avant de maintenir quelque chose, il faut qu'elle existe déjà. Parce que si ces pays donc, sont en instabilité, du fait de l'insécurité, du fait en fait des coups d'État, mais également du fait de l'extrémisme violent, je pense qu'au niveau du système des Nations Unies même, il faudrait réviser les missions donc, de ces forces. Je ne veux plus les appeler de forces de maintien de paix parce qu'on n'en a pas besoin. Je pense qu'il faut aujourd'hui des forces de contrôle et de veille de l'ordre constitutionnel et de la sécurité d'abord. C'est d'ailleurs ce qu'avait demandé un pays comme le Mali avant finalement de demander à la MINUSMA de quitter le pays suite à leurs différends. Mais quand même sous un autre regard. Parce qu'on a des forces, comme vous l'avez dit tantôt, la force en attente aujourd'hui, elle est composée. Parce qu'on oublie que la protection civile est du ressort de la police. Mais également, l'armée, c'est pour la protection des frontières. Et la gendarmerie qui existe chez nous dans les zones francophones, donc joue en fait ce rôle d'équilibre entre la police et les armées. Donc si on arrive à avoir ces forces au niveau régional, qui quel que soit en fait le pays, puissent intervenir et dans les délais les plus rapides, je pense que ce sera un bon exemple que la CEDEAO va partager, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde, parce que c'est quelque chose Mais par rapport à cet exemple, comment relever un autre défi, à savoir la question des finances? Vous parliez tout à l'heure des cotisations. Aujourd'hui, même au sein des instances, que ce soit régionales ou bien même continentales, ou bien même au sein des Nations Unies, beaucoup d'États ne s'acquittent pas aujourd'hui de leur quote-part, de leur cotisation. Comment relever aujourd'hui ce défi des finances-là pour une efficacité de cette force en attente? J'appellerai juste mes autres collègues donc économistes parce que je pense que c'est une question de volonté politique, il faut le dire, parce que nous avons des matières premières, nous avons des ressources, il y a énormément de choses que les États peuvent mettre sur la table, même s'ils n'ont pas directement de l'argent. Donc je pense qu'on peut poser, je pense qu'aujourd'hui, on assiste en fait à un délitement de la société civile, mais également un affaissement des partis politiques qui font qu'il y a une émergence des think tanks. Et c'est pas mal quand même. Et vous avez cité tout à l'heure les religieux. Certes, c'est bien, nous avons des mécanismes endogènes, mais aujourd'hui, il faut dire en fait que tous ces groupes, c'est-à-dire dont les religieux sont en train de perdre le pouvoir donc, dans la zone Afrique. Donc on assiste à une émergence des think tanks, qu'on le veuille ou pas, parce que les jeunes aussi protestent. On a deux camps, on a les autoritaires et les populistes. Et donc aujourd'hui, on a une émergence donc, de ces think tanks qui sont en train donc, de penser. Donc je pense que ces économistes pourraient nous donner des solutions ou bien nous proposer des recommandations, mais également pourraient quand même faire des propositions par rapport à cette transition
mondiale que nous sommes en train de vivre, parce que c'est une transition générationnelle qu'il faut accepter, parce que si on ne l'accepte pas, c'est une population très jeune africaine qui est en train de vouloir se prendre en charge face à des leaders qui sont en déphasage avec les réalités donc, de ces jeunes. Je pense que c'est la CEDEAO aussi, elle ne prend pas en compte ça, parce qu'aujourd'hui nous avons des chefs d'État donc, qui sont presque du troisième âge, alors qu'on a plus de 70% de la population de l'Afrique subsaharienne qui a moins de 35 ans. Je pense que cette population aspire à autre chose et elle est consciente qu'elle a des ressources qui pourraient lui permettre donc d'avoir un avenir certain et on peut se baser sur ces ressources quelque part donc pour financer ce type d'institution, ce type d'organisation, mais également prendre en charge les questions sous-régionales ou bien les questions même africaines, parce qu'il faut dire aussi que c'est le même problème qui se pose au niveau de l'Union africaine, les cotisations des États. Et Dr Aïdara l'a dit tout à l'heure, Latir, de plus en plus, que ce soit en Afrique ou bien même ailleurs, de plus en plus on sent davantage de revendications de la part de ces jeunes qui ne semblent pas en tout cas être satisfaits par la façon dont leurs deniers sont gérés, par la façon même dont ils sont gouvernés et tout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou un peu partout, on commence à voir ces revendications-là. Comment aujourd'hui un organe ou bien une institution comme la CEDEAO, puisque vous le disiez tout à l'heure, pour certains peuples en tout cas, ou bien pour certains observateurs, ils qualifient cette instance ou bien cette institution de club de chefs d'État. Aujourd'hui, comment faire pour mieux prendre en compte ces réalités-là, à savoir les revendications de ces jeunes et les réalités qu'on voit dans ces pays qui, au fil du temps, on soit en tout cas impacté pour créer des situations d'instabilité ou bien même des situations de bouleversement de l'ordre constitutionnel. C'est vrai qu'il y a le populisme qui existe aussi. Donc vous voyez des jeunes dans les réseaux sociaux qui manifestent mais qui ne font pas l'unanimité aussi, ça il faut le comprendre. Parce que je le disais tantôt, donc une étude Afrobaromètre qui a montré que plus de la population, donc plus de 50% des Nigériens sont satisfaits de la gouvernance, étaient satisfaits de la gouvernance de Bazoum. Donc si aujourd'hui il y a un coup d'État et que les jeunes descendent dans la rue pour manifester, il y a un sorte de populisme qui est né là-bas. Donc maintenant, au-delà de ça, je crois que la CEDEAO devait revoir sa stratégie. Pourquoi pas sanctionner des États? Parce que ce qui s'est passé au Mali, c'est un exemple. Ibeka était là, une malgouvernance, de la corruption, tout était là. Les populations étaient en train de manifester tous les jours. La CEDEAO n'a fait qu'émettre des réserves, mais n'a pas vraiment ouvertement donc, sanctionné le Mali en tant que régime donc, élu démocratiquement. La CEDEAO n'a rien dit, mais il a fallu qu'il y ait un coup d'État pour que la CEDEAO intervienne. Pourquoi la CEDEAO ne mettrait pas en place des mécanismes? Est-ce que le principe de souveraineté des États n'a pas été un blocage également? Non, pourquoi on parle de souveraineté? Actuellement, le Niger est souverain. Pourquoi on ne parle pas de souveraineté actuellement? On parle de souveraineté que quand le président est démocratiquement élu. Donc quand le président est remplacé par des Nigériens, on parle maintenant, on est maintenant en mesure d'intervenir militairement sans parler de souveraineté. Pourtant, le pays reste le même. Et c'est des Nigériens qui dirigent actuellement le Niger et pas des Burkinabés ou des Sénégalais. Je pense que devait mettre en place des mécanismes qui permettent que si des présidents, comme ce qui était sur le point de se passer en Guinée, il l'a dit, donc le président qui voulait faire un forcing, je pense que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Heureusement pour le Sénégal, donc le président s'est retenu à la dernière heure. Mais pour moi, si des choses comme ça se passent, la CEDEAO devait mettre des mécanismes qui disent de sanctionner ce pays-là. De sanctionner ce pays-là parce que c'est un coup d'État institutionnel qui se passe dans ces pays-là. Maintenant, s'il avait mis en place des mécanismes qui permettent de sanctionner des présidents qui, démocratiquement élus, font des choses qui violent un peu donc, la loi ou bien changent la constitution à la dernière heure, je pense que si ça existait, si ces mécanismes existaient au sein de la CEDEAO, ça aurait évité... Et ça permet, ces mécanismes dont vous parlez, ça permet aujourd'hui d'aborder la question du protocole additionnel de la CEDEAO qui a été adopté en 2001 à Dakar, un protocole additionnel signé par les chefs d'État et de gouvernement. Des 14, en tout cas, les 14 ont signé parmi les 15 membres de cette institution-là. Et depuis juillet 2005, les États signataires l'ayant ratifié ont atteint le nombre de 9 nécessaires pour que ce protocole soit applicable à tous. Que pensez-vous aujourd'hui de ces innovations apportées par le protocole additionnel de la CEDEAO en termes de gouvernance d'abord et de respect de l'état de droit? Nous reviendrons tout à l'heure sur la question de la révision et de la prise en compte des craintes que vous avez soulevées tout à l'heure. En fait, moi je suis de ceux qui pensent que la CEDEAO, le docteur l'a dit tout à l'heure, a les meilleurs textes. Il ne suffit que d'appliquer ces textes-là pour régler le problème donc, de la gouvernance en Afrique de l'Ouest. Actuellement, ce qui se passe, c'est que la CEDEAO, le protocole additionnel, par exemple, sur la question sur la limitation des mandats, quand ça a été mis sur la table, donc il y a le Sénégal qui a mis des réserves, la Côte d'Ivoire qui a mis des réserves, le Togo qui a mis des réserves, parce que c'est des présidents qui peut-être pensent qu'on devait laisser à chaque État la latitude de choisir soit on veut 3, 4 ou 5 mandats ou bien ne pas avoir. Si on prend l'exemple de la Gambie, il n'y a pas de limitation de mandat.
Donc ça veut dire que maintenant il y a un problème qui se pose. Il faut une standardisation maintenant donc, de ces choses-là. Et ça, c'est en appliquant déjà le protocole. Mais maintenant, si certains États disent que pour des raisons de souveraineté, comme vous l'avez dit tantôt, on ne peut pas se prétendre donc, d'être dicté de la manière dont on va gérer notre pays, il y a un problème qui se pose. Et maintenant, c'est ces mêmes États qui sont maintenant aptes à recevoir une force quand il y a un coup d'État. Je pense que la CEDEAO devait plus se focaliser sur la gouvernance, devait travailler sur la gouvernance, devait tous inciter ces États-là à respecter les textes et imposer ces États-là au moins à standardiser. Parce qu'on est au sein de la CEDEAO, on appartient à une communauté. Donc il va falloir maintenant qu'on se tienne maintenant donc, à la directive de cette communauté-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces États, ils disent que okay, la CEDEAO a dit. Et ce cas, ça les arrange. Par exemple, je prends l'exemple du Sénégal. Combien de fois, par exemple, Karim Wade est allé à la CEDEAO, il a eu raison. La Cour de justice de la CEDEAO. Effectivement, ils n'ont pas appliqué cela. Et maintenant, quand la CEDEAO dit qu'il faut sanctionner le Mali, il faut sanctionner le Niger, le Sénégal est le premier à dire ok, je suis prêt à sanctionner. Je pense que parfois aussi, les chefs d'État de la CEDEAO font dans ce que j'appelle la dissuasion. Parce qu'ils se disent que non, si ça passe, ça peut m'arriver demain. Donc il va falloir maintenant qu'on prenne des mesures. Actuellement, la CEDEAO est en train de jouer sa crédibilité. Si ça passe au Niger, il y a de fortes chances que ça se passe dans d'autres pays. Le docteur a cité tantôt les tentatives en Guinée, Gambie, Sierra Leone. Donc pour dire que si ça passe aujourd'hui, donc ça peut passer dans d'autres pays. Maintenant, ils se disent que c'est maintenant qu'il faut stopper, sinon maintenant... Et par rapport à ces coups d'État, docteur Aïdara, nous entendons souvent la CEDEAO réagir quand il y a ces coups d'État militaires, mais ce que beaucoup d'observateurs en tout cas dénoncent, c'est qu'on ne les entend pas souvent lors de forcing pour un troisième mandat ou quand cela amène des manifestations violentes et autres problèmes, à part des lettres en tout cas pour appeler au calme ou bien demander à mener un dialogue. On n'entend pas la même fermeté ou on ne voit pas la même fermeté de la CEDEAO face à de telles situations que certains qualifient également de coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, est-ce que cela également n'a pas joué par rapport à l'image aujourd'hui que ces peuples ont de l'instance régionale, même si quand même ça semble être l'instance économique régionale la plus aboutie comparée aux autres instances régionales? Je suis parfaitement d'accord parce qu'il faut dire qu'il y a un sentiment d'injustice sociale qui fait que les populations aujourd'hui ne voient pas en la CEDEAO et ils parlent même de CEDEAO des peuples et comme vous l'avez dit tantôt, de club de chefs d'État. Je pense que la CEDEAO, après, à mon avis, après cette tentative qu'elle va essayer de rétablissement de l'ordre constitutionnel et de la démocratie au Niger, devra jouer en fait le rôle attendu d'elle par les populations. C'est-à-dire en fait la lutte, comme vous l'avez dit tantôt, l'application du protocole additionnel qui a été révisé pour mettre en exergue en fait la bonne gouvernance surtout et la démocratie. Et je pense que cette bonne gouvernance, elle ne peut pas passer sans une lutte contre la corruption. Parce que la plupart de ces États en fait sont tombés parce que c'était une corruption et de l'arrogance. C'est l'arrogance en fait des gouvernés sur les des gouvernants sur les gouvernés qui a exacerbé ce sentiment d'injustice sociale, qui fait que la plupart des jeunes fuient les pays, passent par les routes du Sahel ou bien les pirogues vers des pays comme le Sénégal pour essayer de rejoindre l'Europe. Et ils disent en fait c'est parce que quelque part les matières premières sont exploitées par ces partenaires qui soutiennent les gouvernants qui sont soit autoritaires, qui sont soit corrompus. Et je pense que la CEDEAO donc est en train de vouloir rétablir effectivement l'ordre constitutionnel. Il faut les appuyer pour ça parce que nous avons tous intérêt à ce que cette zone soit stable et qu'il y ait cette sécurité. Mais derrière aussi, elle aura le devoir après en fait, d'appliquer ce protocole additionnel et de veiller, c'est pour ça que j'ai parlé de force ou bien d'institution de la CEDEAO qui veillerait donc à l'ordre constitutionnel, à la démocratie. Ce n'est pas seulement contre les putschs, quel que soit le type de putsch, parce que comme il l'a dit tantôt, donc un putsch constitutionnel c'est un putsch. Même s'il est réalisé par des civils, c'est quand même un coup d'État. Mais par rapport à cela, est-ce qu'il ne serait, vous parliez tout à l'heure de révision, est-ce qu'il ne serait pas temps également de penser à réviser aujourd'hui ce protocole additionnel, puisque des discussions avaient eu lieu à Dakar entre différents chefs d'État, mais comme l'a rappelé Latir, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et des pays comme le Togo ont opposé en tout cas leur veto. Est-ce qu'il ne serait pas temps que ce protocole soit révisé et que la question des mandats soit prise en compte, la question de l'inclusivité également des élections, puisque souvent en termes de
démocratie sous nos États. Il y a des élections, il y a un vainqueur, il y a des vaincus. Quel que soit aujourd'hui le pourcentage, le taux de participation et tout, l'inclusivité ou non, en tout cas, il y a des élections, il y a transition, le problème est réglé. Mais souvent, il se pose un sérieux problème d'inclusivité de ces élections-là. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de mieux prendre en compte toutes ces questions dans une révision beaucoup plus aboutie aujourd'hui de ce protocole additionnel pour prévenir même en quelque sorte ces coups d'État militaires? Je pense qu'en fait, la révision, elle est nécessaire, mais pas dans le sens que vous le dites, parce qu'à mon avis aussi, je pense qu'il faudrait quand même, c'est pour ça que j'ai parlé des think tanks. Je pense qu'il est important en fait qu'on pose les vrais débats et qu'on l'analyse de façon très objective, parce qu'aujourd'hui quand même, le problème, ce n'est pas seulement un problème de deuxième, troisième ou quatrième mandat, parce que j'ai l'habitude de dire 2 fois 7 ça fait 14, 3 fois 5 ça fait 15, donc à un an près c'est la même durée. Mais en Afrique de l'Ouest, ce problème se pose pour la plupart de ces États. Oui, mais laissez-moi terminer s'il vous plaît, parce que si je n'ai pas de programme, donc je sais que le monsieur il va faire 2 fois 5, j'attends la fin de son premier mandat, dès qu'il entame le deuxième mandat, pour commencer à poser le problème du troisième mandat. Donc il y a un autre problème qui se pose. Donc c'est pour ça que je dis que le problème est multifactoriel et plus complexe qu'on ne le pense. Je pense qu'il faut certes une révision, mais il faut bien l'étudier, ne pas juste poser une question de limitation de le mandat, mais il faut l'étudier, parce que je reviens aussi sur le rôle de la société civile, sur la neutralité de la société civile, parce que ce qui me fait mal aujourd'hui en fait, c'est normalement la société civile ouest-africaine. J'ai parlé de délitement de la société civile et c'est très important, et c'est important parce que c'est la société civile qui a comme mission un contrôle démocratique citoyen. Si ce contrôle démocratique citoyen n'est pas observé, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à ce qu'on a aujourd'hui, 2 camps, les autoritaires qui veulent le pouvoir ou bien qui veulent rester au pouvoir, parce que ceux qui veulent le pouvoir aussi, ils sont autoritaires lorsqu'ils vont avoir le pouvoir, on l'a vu X fois. Et le populiste, c'est le monsieur qui sera là toujours, un bon citoyen, et qui essaie de veiller effectivement à la bonne gouvernance, à la démocratie, mais également à une justice sociale, parce qu'en fait le tout, c'est un sentiment d'injustice sociale. Et ce qu'on a surtout raté, c'est les réformes. On a beaucoup parlé de réforme de la sécurité sans mettre l'accent sur la réforme de la justice, alors que le vrai problème qui s'est posé en Afrique, c'est un problème de justice, un problème d'injustice sociale, qui fait en fait que toutes ces réformes du secteur de la sécurité qui ont réussi ont échoué, par exemple en Guinée. La réforme, la RSS en Guinée était citée en exemple en Afrique de l'Ouest francophone. Mais aujourd'hui, elle a échoué avec le coup d'État. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réformé la justice. Et dans la plupart de nos pays. Je pense que la CEDEAO devrait étudier toutes ces questions, dont également on oublie les crimes transfrontaliers, la contrebande, les trafics de drogue, qui sont liés, parce que c'est des interconnexions qu'on a avec, il faut le dire, ces partis politiques, aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition, en fait, qui instrumentalisent soit les groupes terroristes, soit les criminels, en fait, pour asseoir leur pouvoir. Et je pense que c'est très complexe, c'est pour ça que c'est important, parce que le protocole a été révisé pour tenir en compte la lutte, la prévention de l'extrémisme violent. Je pense qu'il faut une diplomatie préventive pour toutes ces questions. Autant d'interconnexions aujourd'hui qui fragilisent davantage certains de nos États et facilitent également l'installation de ces groupes armés et autres groupes terroristes. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Dr Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci M. Sow et merci Latir aussi. Merci également à Dr Latir Tine, chercheur en paix et sécurité. Merci Latir, ça a aussi été un plaisir de partager à nouveau le plateau avec vous. Ça a été un plaisir déjà aussi de partager le plateau avec mon ancienne directrice exécutive que je n'ai pas vue depuis un moment. Elle a été à la Mecque, j'espère qu'elle a prié pour le Sénégal. Merci beaucoup, j'espère qu'elle a prié pour le Sénégal et pour nous tous. De beaux moments de retrouvailles. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.